Donc bonjour et bienvenue à tous dans cette parenthèse vidéo où nous allons je vous emmène à la rencontre de Cory Estourné. Voilà, une jeune femme qui a fait aussi l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois et qui est coach aujourd'hui. Et nous allons découvrir cette belle personne que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, donc bonjour Cory. Ah, bonjour Nathalie, merci beaucoup. Donc voilà, ben, je vais te laisser quelques mots pour te présenter, qui tu es, où est-ce que tu es d'ailleurs en France, pour que les spectateurs sachent où te trouver. Vas-y, je t'écoute. Ok. Ben, moi, je m'appelle Cory Estourné. J'ai 29 ans dans 2 jours. J'habite à Bougeant-sur-Libron, à côté de Béziers. Donc, c'est dans l'Hérault, dans le sud de la France. Et puis, je vais d'abord raconter un peu ce qui m'est arrivé quand j'étais petite, parce que quand j'étais enfant, j'étais une menteuse. Oui, C'est un peu ma particularité, c'est que j'étais une menteuse, je mentais en fait beaucoup. d'accord. Quand j'étais enfant, ado, j'ai probablement commencé comme tout le monde en mentant à ma mère quand j'avais mangé plein de bonbons et que j'avais du sucre partout, mais qu'elle l'avait. Elle me disait, ah, t'en as mangé? Et moi, je disais, non, non, c'est pas moi. Voilà. Comme tous les enfants, en fait, j'ai Ouais, commencé comme ça. Et après, je suis rentrée dans une espèce d'habitude liée au mensonge. Euh, Ça m'a fait mentir pendant longtemps, jusqu'à mon adolescence à peu près, parce que j'avais une très basse estime de moi. Je m'aimais pas, je crois que j'avais même pas trop conscience de ce que ça voulait dire. Et j'avais pas confiance en moi du tout, j'avais peur de plein de choses. Et étant donné que j'avais peur qu'on m'aime pas, qu'on me juge, qu'on m'abandonne, j'utilisais cette stratégie du mensonge pour qu'on m'apprécie, parce que je donnais une image de moi qui était meilleure, peut-être ou pas que la réalité, mais dans ma perception, je n'étais pas suffisamment intéressante, donc j'inventais des trucs. Voilà, donc j'ai fait ça dans mon adolescence sans jamais aimer ça. J'ai jamais aimé mentir. C'était pas par envie de faire du mal, par besoin de manipuler ou quoi, c'était pour moi pour me protéger en fait. Voilà. d'accord. Et il y a eu Donc quelque chose qui aussi a loin fait que un je me rappelle. déclic pour que tu aies arrêté? Non, non, il n'y a pas eu de déclic particulier. C'était juste j'étais malheureuse quoi. J'étais Ouais, triste. Je me sentais seule. Plus on ment, plus on se sent seule en plus. Donc, j'étais juste mal. Je mentais, mais je n'aimais pas ça. Et j'ai fait en sorte, aussi loin que je me rappelle, d'essayer d'arrêter jour après jour, opportunité après opportunité. Et c'est comme ça que j'ai réussi à arrêter, finalement, en saisissant les opportunités de la vie, de changer de copain, de copine, de changer d'école, de changer de classe. d'accord. Quand on est enfant, c'est l'avantage, hein, c'est que ça change souvent. Donc, voilà, j'ai profité de ça pour faire de mon mieux à chaque fois et pour faire en sorte d'être une meilleure personne à chaque fois. Je fais ça depuis petite en fait, toujours, pour être une meilleure personne. Et ça a marché. Au final, j'ai réussi à arrêter de mentir. Donc finalement, quelle a été ta première orientation professionnelle? Ma première orientation professionnelle, ça a été vers le recrutement en fait. Oui, Euh, à peu près quand on est au niveau du bac, en fait, vers mes 18 ans, j'étais partie vers une voie tertiaire déjà. J'avais découvert le recrutement comme on nous le présentait à l'école, ce qui n'est pas du tout la réalité, mais à l'école, on nous présente un truc qui a l'air super chouette. Et moi, j'avais adoré ça, cette perception d'avoir des profils de personnes, des caractères, des besoins, des envies à faire matcher avec une fiche de poste et je trouvais ça trop cool. En fait, c'était le côté psychologique qui me plaisait. Et pour moi, c'était vraiment ça. Il fallait cerner la personne, le candidat, pour voir si elle correspondait au poste qui était proposé. Et je trouvais ça magnifique et j'avais envie de devenir chasseur de tête. J'avais envie de chercher partout dans le monde des personnalités particulières, des personnes particulières pour leur donner du travail. Et je trouvais ça génial, donc je voulais être chasseur de tête. Et c'est finalement ce que j'ai fait, hein. J'ai continué mes études. J'ai été tout de suite, en fait, c'était mon premier poste en plus. Moi, j'imaginais ça, tu sais, à bac plus 10. ouais, Mais ouais. en fait, on me l'a proposé tout de suite. Donc, à 21 ans, j'étais chasseur de tête déjà. Et voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai été recruteur. Je suis passée ensuite chargée de communication. Je travaille dans un cabinet de recrutement, community manager. Voilà. Donc, j'ai continué mes études en ressources humaines et puis ensuite en communication, gestion d'événementiel et tout ça. J'ai fait toutes ces choses-là avant de finalement atterrir dans un boulot qui n'avait rien à voir avec toutes les études que j'avais fait.
Donc, j'avais fait 6 ans d'études après mon bac et puis je me suis retrouvée quelques mois en vendeuse en bijouterie. Ça m'a Oui. calmée. Tu sais, toutes les fois où tu fais des études et tu n'arrives pas du tout là où tu as, là pourquoi tu as Mhm. fait des études. Tout à fait. Donc, c'est bien beau d'avoir un master, mais si tu es bijoutière après, enfin, bref. Donc voilà, après j'ai trouvé un boulot dans une clinique. J'étais chargée de la qualité, de la formation professionnelle dans le domaine médical, donc ça changeait totalement de ce que j'avais fait encore avant. Et en fait, finalement, tous les 2, 3 ans, j'ai changé de métier comme ça. Voilà, chasseur de tête, recrutement en intérim, et puis ensuite community manager, puis gestion, chargée de communication en événementiel, et puis ensuite responsable qualité, voilà, dans une clinique. Donc j'ai changé tout plein de boulots comme ça. Ouais, mais la vie t'a donné beaucoup, beaucoup d'opportunités finalement. Oui, ouais, et je m'ennuyais très vite dans les boulots que je faisais. J'étais très vite lassée de ce que j'apprenais. C'était passionnant au début, et puis après, ça, ça se tassait un petit peu. Ça Et arrive. ouais, Qu'est-ce ce qui t'a amené boulot-là, vers le... oui, Pardon. vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a Non, non, amené dis-moi. donc vers le développement personnel? Ben, c'est justement ce boulot-là dans la clinique. C'était mon premier CDI. Oui. Depuis qu'on attend avec impatience quand on sort de nos études et qu'on a été en contrat pro toute notre vie, on attend notre CDI avec impatience. Donc j'avais mon CDI, c'était très bien. Et c'était très ennuyeux. C'était très confortable et très ennuyeux. Donc j'avais un CDI en temps partiel. Et puis bon, ben voilà, ça c'est ajouter une rupture amoureuse. À ça, c'est ajouter un échec sur le plan personnel et puis la déprime de l'hiver, la perception à cette époque-là ben, d'avoir 25 ans, d'être célibataire avec mon chat dans mon CDI ennuyeux. Voilà, j'étais déprimée, quoi. Voilà, j'avais tout plein de croyances. On a toujours des croyances sur, tiens, à cet âge-là, j'aurais déjà ça, à cet âge-là, j'aurais déjà ça. Voilà. Ben, moi, ma croyance à 25 ans, c'est qu'il fallait être marié avec des enfants. C'était pas le cas. Voilà. Donc, C'est vrai que dépression. souvent on veut se garer, on veut se ranger, comme on dit, et puis et du coup on se rend compte on s'est mis dans une voie sans issue, quoi, et on se Oui. sent Ouais. prisonnier d'une situation qui est absolument pas satisfaisante. Et puis on perçoit, en fait, on projette une image à un certain moment de notre vie, on se dit tiens à cet âge-là, ben, j'aurai au moins ma carrière qui sera lancée, j'aurai Ouais. ça, j'aurai ça. Et en fait, des fois, la vie t'amène ailleurs, tant mieux d'ailleurs, mais ouais, donc c'est cette période-là, cette petite déprime du moment, gros passage à vide, en fait, grosse remise en question, qui je Ouais. suis, j'ai fait 4-5 boulots différents, à chaque fois ça me plaisait, ça me plaît pas, ça me correspond pas vraiment, il manque un truc, sensation d'être un peu vide, quoi, de servir à rien, j'avais envie de faire Mhm. de l'humanitaire ou des choses qui servent à quelque chose. Et j'avais envie de faire voilà, du bénévolat. J'ai eu plein d'idées comme ça pendant cette période. Donc, bah, j'ai bien déprimé. Hein. J'ai laissé le temps à la déprime de faire son œuvre, à la tristesse aussi. Leur dire au revoir un peu à toute cette vie d'étudiante qui s'arrêtait et en même temps cette vie d'adulte qui me plaisait pas. Donc, j'ai pris du temps pour prendre soin de moi. Sur les conseils d'un ami, j'ai commencé à acheter des bouquins sur des thèmes qui me plaisaient, à lire, à regarder des vidéos sur YouTube, voilà, à faire des choses comme ça pour me découvrir. Et j'ai fait du coaching, finalement, de l'auto-coaching. Je me suis posé tout un tas de questions. J'ai fait des exercices qu'il y avait dans les bouquins, voilà. Et je me suis découvert petit à petit, en fait, mes valeurs, mes besoins, mes centres d'intérêt, qui je suis vraiment. Euh, c'est vachement lié aussi à mon passé parce que quand on a beaucoup menti pour plaire aux autres, on n'est pas soi-même et du coup, on ne sait pas qui on est. On arrive à un moment donné Mhm. et on a beau être adulte et avoir fait tout plein de choses dans sa vie, on ne sait pas qui on est. Donc cette année-là, ouais, je me suis réapproprié moi, qui je suis dans ma globalité, ce que j'aime, ce que j'aime pas, qui je suis, qui je ne suis pas aussi. Et grâce à ça, j'ai découvert, et j'ai aussi posé des questions à mes amis hein, pour ça. Je leur ai demandé quelles sont mes qualités principales, qu'est-ce que tu vois chez moi que peut-être moi je ne vois pas, et tous m'ont dit la même chose. Voilà, des qualités d'écoute, de patience. J'avais tout le temps envie d'aider tout le monde. Je voulais trouver des solutions aux autres avant même qu'ils en aient besoin. Parfois, j'étais totalement dans le rôle du sauveur. Et du coup, j'ai mis toutes mes qualités que mes amis m'avaient retranscrit en liste. J'ai rajouté ce que moi j'avais découvert de moi dans cette période. Et je me suis dit, tiens, s'il devait exister un métier qui ressemble à ça, qu'est-ce que ce serait? Et donc là, c'est parti sur des métiers d'accompagnement ou de soins, voilà.
Je me suis demandé si j'allais repartir dans 5 ans d'études de psychologie. J'avais pas envie, après mes 6 ans d'études, après le bac, de repartir dans 5 ans d'études. Du coup, je suis plus partie sur des études de coaching. J'avais en parallèle vu les vidéos de David sur YouTube, entre autres. J'avais contacté plusieurs écoles et puis voilà. J'ai choisi à ce moment-là de choisir une école de coaching. Je voulais faire de l'hypnose au début. La première chose que je voulais faire, c'était de l'hypnose. Et Katia, du coup, qui faisait à l'époque le conseil à Lina, m'avait dit qu'il valait mieux que je commence par le cursus de coach. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et aujourd'hui, donc, comment est-ce que tu définirais ton métier aujourd'hui? Je ne peux pas faire une phrase toute faite là-dessus. J'ai été formée au coaching. Je me suis ensuite formée aussi à l'accompagnement de couple. Oui. Voilà, love coach, sexo aussi. Donc, et puis moi, j'ai développé mon activité qui est un peu un mélange de plein de choses à la fois, vu que j'accompagne les menteurs à arrêter de mentir aussi. Mhm. Ça sort des cases et ça n'existe pas d'ailleurs. Il n'y a que moi qui fais ça aujourd'hui. Du coup, je sais pas si j'ai pas un mot pour décrire ça. Voilà, j'accompagne les personnes qui viennent à moi, ça c'est sûr. Euh, je laisse les personnes venir à moi et je les accompagne dans leur évolution. Alors finalement, il y a quelque chose qui revient assez souvent, que ce soit parce qu'on n'est pas bien dans son couple, que ce soit parce qu'on ment, ou que ce soit parce que juste on a besoin de faire le point, c'est que très souvent les gens qui viennent, et je sais que tu es d'accord avec ça, les gens qui viennent à nous nous ressemblent la plupart du temps. Exactement, exactement. C'est jamais un Moi, hasard. c'est jamais un hasard. Alors au-delà de l'effet miroir, moi je trouve qu'on devient la personne qu'on aurait aimé avoir à l'époque où on était mal dans notre vie. Oui, Moi, quand j'avais besoin d'aide pour arrêter de mentir et pour sortir un peu de, de cette solitude que ressentais et de ce vide, j'aurais eu besoin de quelqu'un comme moi, en fait. Et je suis devenue la personne que j'aurais eu besoin d'avoir. très bien. Et je Oh, pense qu'on c'est bien ça. J'aime beaucoup ça. on devient toujours, et c'est toujours ça, et c'est ça qui est magnifique. Et me retrouve aujourd'hui avec des personnes qui viennent me voir, qui souvent sont perdues, comme je l'ai été, qui souvent mentent ou se mentent à elles-mêmes. Bon, d'ailleurs, on ment tous, mais qui ont cette conscience-là de mentir, de Mm. ne pas être tout à fait authentique, comme moi j'ai pu l'être aussi, ou alors des personnes qui sont totalement perdues dans leur vie, qui ne savent plus qui elles sont, comme moi je l'ai pu être aussi. Donc, elles viennent, et tant mieux. Et moi, je les accompagne là-dedans. Finalement, j'ai déjà fait ce travail sur moi, je continue à le faire. C'est un travail de toute une vie. Mm. Et très souvent, je les amène à devenir la personne dont elles ont besoin aujourd'hui quand elles arrivent et qu'elles vont mal. Ouais. Ouais, c'est très bien. Ah, j'admire, j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, concrètement, finalement, de quoi se composent tes accompagnements? Par exemple, je sais que tu fais des ateliers. Donc, Oui. parle-nous un peu des gens qui viennent à tes ateliers. Qu'est-ce qu'ils recherchent et qu'est-ce qu'ils y trouvent dans tes ateliers? Alors, mon accompagnement, en fait, il est hyper large. Mhm. Parce que bon, bah, j'habite dans le sud de la France, à côté de Béziers. Donc, j'ai des personnes de la région, notamment les ateliers que j'anime. Je les co-anime avec Paul Fontaine, du coup, vu qu'on vit ensemble, on est tous les deux coachs. Mhm. On co-anime ces ateliers tous les deux. Donc, c'est pour les personnes qui sont de la région. Euh, Ces ateliers, on les a créés parce qu'on avait envie d'être avec les gens vraiment. On avait envie de tester cette expérience du groupe aussi, qui est magnifique. Il y a toujours une espèce d'énergie dans les groupes comme ça qui est trop belle. Et on avait envie de voir ça. On a l'habitude de faire, lui et moi, des accompagnements individuels, des coachings individuels. Moi, je fais des accompagnements de couple, donc j'ai 2 personnes. Mais le groupe, quand il y a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas du tout et qui viennent autour d'une thématique, ou d'un problème central, ça crée une cohésion qui est merveilleuse. Donc, on avait envie d'essayer ça. Et c'est un succès, c'est un vrai succès. Nous, on adore ça. On en fait tous les samedis matins au sein de notre cabinet de coaching. Et c'est génial. Et donc, on fait plein de thèmes de développement personnel. En fait, on reste sur du très large. Ouais. Voilà, la Par exemple, confiance c'est en quoi soi, comme la thème? gestion des Pardon. peurs, la motivation. Là, ben, samedi prochain, on fait réussir son couple. Voilà, des thèmes comme ça qui concernent un peu tout le monde. Vaincre la timidité, on va faire les personnes toxiques aussi, se libérer du regard des autres. Voilà, des thématiques comme ça. Donc, les personnes qui viennent aux ateliers sont intéressées par le thème qu'on aborde. Donc, c'est Ouais. des personnes très différentes, d'âges très différents. Des fois, on a les mamans et les enfants qui viennent. Des fois, on a des couples qui viennent, des frères, des sœurs qui viennent. Enfin, voilà, c'est trop chouette.
C'est des personnes très différentes qui viennent en fonction du thème. Et du coup, c'est très différent de ce qu'on peut faire en accompagnement personnalisé parce que moi, mes clients aujourd'hui sont partout en France, voire partout dans le monde. Là, en ce moment, j'accompagne une personne qui habite à côté de Las Vegas. Donc, on s'arrange avec le décalage horaire. Bon, elle est fille au père là-bas, donc elle parle français. En fait, moi, je parle que français. Mais voilà, j'ai accompagné une personne au Canada. En fait, c'est la francophonie mondiale, quoi. Du moment que Oui, il y a des Français partout dans le monde. il y a des Français partout dans le monde. Bah, toi, d'ailleurs, tu n'es pas en France, hein. Non. Donc, et voilà. Et en fait, il suffit, grâce aux technologies, c'est quand même merveilleux. On peut faire des accompagnements comme si on était en face à face. C'est quand même vachement pratique. Si, Ouais. exactement, ça c'est vrai. Donc finalement, bah, tu as répondu à beaucoup de mes questions par rapport à tes ateliers, par rapport à ce qui te plaît dans le fait d'animer des groupes, par rapport à ce que à quoi tu es attentive pendant un atelier, à ce qui est finalement une sorte d'émulation entre tous les participants. Euh, Ouais. en résumé, qu'est-ce qui fait ta différence et ta spécificité? Pourquoi quelqu'un viendrait se faire coacher par toi plutôt que par un autre coach? Parce il y en a beaucoup d'autres. Donc, Puis, ouais, on est très nombreux à faire ce métier de coach ou même le métier de thérapeute ou d'accompagnant. En fait, oui, oui, il y a beaucoup de métiers comme ça. On est très nombreux et tant mieux parce qu'il y a besoin. Euh, Ma différence, c'est juste que je suis moi. C'est pas moi qui choisis mon client, c'est mon client qui me choisit. ah, Et très souvent, encore hier au téléphone avec une personne, je lui disais ce qui compte, c'est que tu le sentes, que tu aies le feeling en fait. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette interview et que c'est génial de faire ça. Très souvent, les personnes qui me contactent pour le mensonge me font confiance parce qu'elles m'ont vu dans mes vidéos, parce que j'ai une chaîne YouTube hein, pour le coaching et oui, je rappelle qu'on mettra dans les commentaires, on va tout mettre pour pouvoir te contacter, pour pouvoir voir les émissions où tu as participé et puis ta chaîne YouTube. j'enverrai les liens, on pourra les mettre dans la barre d'informations sous la Voilà, vidéo. voilà tout. Ouais, et du coup, bah, j'ai cette chaîne YouTube et les personnes souvent me disent bah, quand j'écoute ta vidéo, je t'entends parler, je te vois bouger, agir. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui passent en images et en son. Elles me disent c'est évident, quoi. Il y a un feeling normal, il y a une sympathie. Puis souvent, étant donné que j'ai été menteuse aussi, ils ont confiance en moi. Voilà. Exactement, Euh, exactement. Ils me disent je sais que tu vas pas me juger parce que tu l'as C'est vécu ça. aussi. Et c'est ça, en fait, c'est pas. On est tous différents. Moi, je suis pas différente de votre coach, pas plus que n'importe qui. On est tous des humains différents. On a toute notre spécificité, notre énergie, ce qu'on dégage. Et c'est les personnes qui sont attirées par ça ou pas. Et j'imagine que voilà, les auditeurs de cette chaîne YouTube vont pouvoir, s'ils se posent des questions, regarder plusieurs vidéos et voir quel est l'accompagnant qu'ils préfèrent, en fait. Ceux avec lequel ils se sentent en affinité. C'est ça qui compte. Exactement, c'est un peu le but effectivement de cette chaîne YouTube, de montrer finalement un grand panel de possibilités d'accompagnement et puis finalement qu'ils se sentent plus attirés par l'un ou par l'autre parce qu'effectivement l'accompagnement c'est une question aussi de feeling, c'est une relation entre deux personnes. Ouais, c'est la Ça va. connexion qui est là et qui compte le plus. Mm. Exactement. Alors, donc, on peut te trouver où? Sur Facebook, Instagram, YouTube, d'après tout ce que tu as dit, les ateliers du samedi matin avec Ouais. Paul Fontaine, ton ami. Et puis, donc, vous êtes dans l'Hérault, si c'est en face à face, on va dire. Oui. Et ton projet à moyen et long terme, est-ce que tu as un projet à moyen terme? Raconte. J'ai plein de projets. Ça, c'est bien. C'est toujours pareil, il y en a beaucoup de projets et peu de temps pour les mettre en place. Euh, j'ai beaucoup de projets. En fait, fin 2019, bah, j'ai créé le site arrêterdementir.com Oui. euh, pour que vraiment les personnes qui mentent se sentent, voient que c'est possible, quoi. On voit qu'il y a qu'il y a quelque chose qui existe pour eux. Euh, sur ce site, du coup, bah, je partage les vidéos que je fais sur YouTube. Je vends aussi mon programme en ligne, parce que j'ai créé un programme en ligne pour arrêter de mentir, pour les personnes qui ont un peu peur et n'assument pas. Voilà. Il y a un programme comme ça qui leur permet de s'occuper d'eux sans se passer par le coach en direct. D'accord. Euh, et puis, j'ai créé aussi la communauté sur Facebook
Donc oui, comme tu l'as dit, on me retrouve sur Facebook, sur Instagram, je suis sur LinkedIn aussi, sur YouTube. Voilà. Et du coup, cette communauté sur Facebook permet aux menteurs d'être ensemble et de ne pas se sentir seuls, voilà, de s'entraider aussi. Et moi, j'anime cette communauté tout au long du mois et puis une fois par mois par un live. Et c'était quoi ta question initiale? Je crois que La je me suis question, perdue entre c'était les deux. tes projets à moyen terme, Donc, développer ça. développer ça. Développer cette communauté. J'aimerais qu'il y ait plus de monde sur la communauté. Donc, ça prend du temps, hein. Chaque Oui, personne il a faut être besoin de patient, temps très pour bien. choisir s'il vient ou pas. Même si c'est totalement confidentiel, bien sûr, c'est privé. Voilà, j'ai ça. Et donc, étant donné que je fais les accompagnements en individuel, que je peux les proposer un programme en ligne aussi pour ceux qui ont peut-être moins de budget aussi, parce qu'un accompagnement avec un professionnel, c'est un certain budget. Le programme en ligne est plus abordable. Il y a la communauté qui est 100% gratuite. Et puis, j'ai un projet d'écriture de livres, en fait, pour les menteurs. Parce que ça n'existe pas et que ça m'énerve que ça n'existe pas déjà. Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut s'occuper des menteurs. Moi, je trouve ça inadmissible. Donc, j'essaye de développer tout ce qui pourrait les aider, en fait, à s'en sortir. Et donc, j'ai ce projet-là d'écrire un livre qui serait un livre coaching, un livre cahier d'exercice, en fait, euh, pour leur permettre que ce soit très accessible, en fait, qu'en Ouais, librairie, on ouais, puisse se pour faire rendre compte. un livre, ça fait un premier pas. En général, le premier pas, c'est qu'on va voir sur YouTube si on trouve quelqu'un qui parle de notre problème. Le deuxième Oui, pas, c'est qu'on s'achète quelques livres pour en savoir un petit peu plus. Et puis, c'est vrai que le troisième pas, ben, c'est qu'on va participer à un atelier. Et puis après, bon, ben, on décide de se faire un accompagnement privé par un coach pour vraiment finir de travailler notre problème. Mais c'est vrai que c'est intéressant de proposer un livre parce que ça fait partie des premiers pas vers la résolution c'est de notre très problème. accessible, un livre. Et j'ai un double objectif sur ce livre, c'est que, alors, dans mes rêves les plus fous, bien entendu, le livre devient un best-seller ou je sais pas quoi, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il soit dans les librairies pour que les gens le voient. Parce que le problème du mensonge, c'est que c'est très mal connu. Mal vu. Les personnes qui disent ne pas mentir, parce qu'on ment tous, hein, tout le monde ment, donc c'est juste qu'on n'est pas conscient de ça, mais les personnes qui se sentent, ah, moi je déteste le mensonge, ben, voilà, qui se rendent compte qu'il y a quelque chose d'autre en fait derrière, qu'on est tous concernés à un moment ou à un autre, qu'on l'appelle comme ça ou pas. Et le but, c'est que ce soit, voilà, que ce soit connu, que ce soit vu, que ce soit. Voilà, c'est aussi pour ça que j'accepte de passer à la télé pour ça. J'ai déjà été invitée sur un plateau télé. J'ai une autre chaîne qui m'a contactée il y a peu de temps pour un projet, peut-être, on verra. Donc voilà, j'ai ça comme message aussi les menteurs sont pas forcément des mauvaises personnes manipulatrices, horribles, diaboliques, avec des cornes sur la tête, pas du tout. C'est des personnes avant tout qui ont peur, qui se sentent seules, incomprises, qui s'aiment pas, qui parfois vont jusqu'au suicide en fait, parce qu'elles se détestent et elles culpabilisent énormément et on se rend pas compte. On a l'impression que c'est forcément celui à qui on a menti qui souffre, alors que non, c'est le menteur qui souffre en premier. Après, l'autre souffre aussi, mais tout le monde souffre finalement. C'est pour ça que c'est tellement important de travailler là-dessus. Effectivement, j'aime beaucoup ton approche. C'est vrai que derrière chaque mensonge, il y a une souffrance. Oui. Et du moment que la personne accepte qu'elle est en souffrance, elle va accepter de changer et d'aller mieux en arrêtant de manifester sa souffrance par le mensonge. Ouais, et C'est si les proches qui vivent avec des menteurs, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je suis souvent contactée par les mamans, par les conjoints, par les amis de personnes qui mentent, qui me demandent mais comment je peux faire pour l'aider. Déjà, l'approche est magnifique, hein, ça veut dire que la personne veut l'aider, donc c'est ouais, magnifique. ouais. Mais c'est de comprendre que cette personne, elle fait pas ça pour faire du mal. Si on te ment, c'est pas pour te faire du mal, sauf si tu tombes sur un profil pervers ou manipulateur, mais ils sont quand même beaucoup plus rares par rapport à toutes les personnes qui mentent et qui en Mhm. souffrent, de ce que je vois. Mais si quelqu'un te ment, c'est pas pour te faire du mal, c'est parce qu'il a besoin de se protéger et qu'au contraire, il te fait pas confiance. Et la personne, si elle comprend ça, elle change de positionnement face au menteur et ça peut tout changer. Mhm. 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 Chouette. Donc tu dois travailler à la fois le menteur et puis son entourage finalement. Et l'environnement, ouais. Oui. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo comment réagir face à un menteur. Parce que je Ouais. veux aussi aider les personnes qui sont confrontées à ça à réagir de la bonne façon.
D'accord. Ah, ben très bien, très très intéressant, Et Cory. global, Le, sur le ça, le temps projet, avance, je le parle temps beaucoup. avance. Je suis ravie parce que tu es vraiment dans ton authenticité pour cette interview et c'est vraiment un plaisir de t'écouter et de voir à quel point tu es passionnée par ce sujet. Et je suis Ouais. persuadée que tu dois faire des accompagnements passionnants et très intéressants et très efficaces pour les gens qui en ont besoin. Quelle serait, on va terminer sur la question Colombo, la dernière, celle auquel on ne s'y attend pas. Mais par exemple, quel conseil est-ce que tu donnerais à un coach qui débute? Ah ben moi le conseil que je donne aux personnes qui me contactent, hein, j'en ai eu certaines qui m'ont demandé si elles devaient faire coach ou pas. J'ai déjà du coup conseillé là-dessus et moi mon conseil c'est de d'abord travailler sur soi, Mm. de d'abord régler ses problèmes du moment parce que des problèmes on en a toute la vie. Mais de d'abord faire un gros travail sur soi parce que quand on se met à accompagner des gens, on se retrouve avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des personnes qui nous ressemblent et donc qui viennent réveiller nos blessures parce que nous aussi on en a bien entendu. Et si on n'est pas assez solide face à ça, on sera un mauvais accompagnant finalement. On va faire beaucoup de transferts et c'est pas bon. Donc Ouais, d'abord travailler sur soi pour être solide et savoir que ce pourquoi on va accompagner les gens, savoir qu'on a réussi à le dépasser, se sentir assez solide là-dessus. je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu arrives à accompagner les menteurs, c'est parce que tu assumes complètement le fait que toi, tu as été menteuse et puis tu as travaillé dessus et finalement, Ouais, j'ai trouvé des parades, oui. Et du coup, je peux reconnaître certaines choses. J'ai beaucoup de recul. Moi, j'ai arrêté de mentir, je sais pas, il y a 10 ou 15 ans peut-être. Donc là-dessus, j'ai beaucoup, beaucoup de recul, plus que sur d'autres thèmes, hein. exactement. Mais sur ce thème-là, j'ai beaucoup de recul et puis je l'ai vécu moi-même. Donc, je comprends ce que ça fait. Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Ça peut être un deuxième conseil pour les personnes qui veulent devenir coach. À un moment donné, quand on est coach, on nous demande ta spécialité, c'est quoi? Ah là là là. Ouais, c'est ça. Moi, je n'ai pas cherché de spécialité, j'ai attendu que les gens viennent à moi et de voir avec quoi ils venaient. Et en fait, ils venaient toujours avec les mêmes types de problématiques, avec les mêmes besoins. Et c'est mes clients qui ont créé ma spécialité, c'est pas moi qui l'ai choisie. Elle m'est tombée comme ça là. Boum. Je voulais pas à la base coacher pour accompagner les menteurs, c'était pas une volonté réfléchie. C'est que j'ai fait une vidéo et depuis, je suis contactée tout le temps. Donc, voilà, c'est eux qui ont choisi pour moi, et tant mieux parce que c'est ce qui est le mieux, quoi. Ouais. Mais écoute, c'est parfait. On va rester sur ces mots et puis sur ton beau sourire. Vraiment, ça a été un plaisir de, un plaisir de t'accueillir sur cette chaîne. Je rappelle donc que toutes les références de Cory, vous les trouverez en bas sous la vidéo, comme on Ouais. dit. Et puis, merci beaucoup de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons faire sur cette chaîne. Je ne serai pas la seule à faire les interviews, donc n'hésitez pas à aller voir et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, Cory. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.